Salut à tous, c'est Bismart, les rediffusions de l'été. Alors, encore un entrepreneur d'exception. Alors, un de ces entrepreneurs d'ailleurs qui font rayonner la France partout dans le monde sans que la France s'en rende compte. Il le vit très très bien, hein, vous allez voir, Jean-Baptiste Hironde. Et puis ensuite, on ira sur une marque iconique, j'ai nommé Damar, et puis les lames de fond autour des ressources humaines. C'est parti. Jean-Baptiste Hironde qui est avec nous, le fondateur de MWM. Comment ? D'ailleurs, c'est MWM, Music World Media, c'est ça en fait. Hein, tu dis MWM. Alors, c'est anciennement Music World Media, et là, on est en train de pivoter sur MWM. Alors, on va bientôt changer d'extension sur le web, donc c'est MWM. Mais pourquoi ? Enfin, juste on va dire simple curiosité. C'est historique, parce que comme avant, on était spécialisé dans les applications musicales. Ouais. Du coup, Music World Media, ça faisait le M, la vague. Ouais. Et du coup, on s'est dit, c'est pas mal en termes d'image, logo, par rapport à nos produits. Et comme là, on est en train de transiter sur la partie développement d'applications créatives, en fait, ça colle plus forcément l'image de la boîte pour nos clients. Et donc, on est en train de se dire, non, c'est juste MWM. C'est un logo qui, on va dire, est inspirationnel. Voilà, il y a une sorte de vague. C'est pas forcément la musique, c'est plus que ça. Alors, ce qui est un truc, Jean-Baptiste, je te le dis très franchement, incompréhensible pour moi. Mais d'abord, le move que vous êtes en train de faire. Ouais. Donc, ça me passionne. Mais d'abord, il faut raconter, parce que, en gros, aujourd'hui, si on n'est pas musicien, on ne peut pas connaître Music World Media et on ne peut pas connaître ton aventure, ton histoire de croissance mondiale et la façon d'aujourd'hui où tu es une référence mondiale pour l'ensemble de ceux qui font de la musique, qui éditent de la musique. Comment est-ce que tu définis vraiment ton cœur aujourd'hui de Aujourd'hui, c'est vraiment du grand public. Donc en fait, on n'est pas forcément ultra connu parce qu'il faut voir qu'on a 98% de nos clients qui sont à l'international. On a à peine 2%, 98%. Voilà, c'est 90% de l'audience. Et effectivement, aujourd'hui, c'est tous les amateurs de musique, historiquement, puisqu'on est en train un peu de pivoter, qui veulent en fait apprendre d'aller jouer d'un instrument, d'aller jouer le DJ pour animer sa soirée, d'aller télécharger un accordeur de guitare pour régler sa guitare. Donc, c'est pas des musiciens professionnels, c'est on va dire, des apprentis musiciens qui ont besoin d'avoir une application pour aller les guider dans leur parcours. Le départ de l'histoire, c'est, alors comment on appelle ? Les DJ, voilà. Ouais, les DJ, c'est ça. On commence par là. Une table de scratching, on va appeler ça comme ça. Comment tu l'appelles ? Table de mixage. Table de mixage. Voilà, 2 platines, un crossfader et on va enchaîner des musiques. Virtuelles sur mobile, mais attention, pas sur le mobile qu'on a aujourd'hui. Sur l'iPhone 3G à l'époque. Mais même plus petit que ça. Tu avais fait des trucs sur des écrans encore plus petits, non, au départ ? Alors, on a commencé par l'iPhone 3G, puisque effectivement, à l'iPhone 1, il n'y avait pas d'App Store au tout début. D'accord. Nous, on était un des premiers développeurs à avoir lancé des applications en France sur l'iPhone 3G. D'accord. Et l'écran, quand même, était comme ça. Donc, on a oublié, dis donc, je le voyais même déjà un peu plus... le premier iPhone, le téléphone est un peu plus grand, mais effectivement, l'écran était petit. Donc, elle est mixée sur des platines virtuelles en tactile, avec un tout petit crossfader pour enchaîner les musiques. Sur ça, c'était quand même une idée un peu folle. Je dois l'avouer. Mais en fait, mais qui a fait un carton mondial. Qui a fait un carton, puisqu'en fait, c'était une application, donc forcément grand public, puisqu'un pro ne va pas mixer sur un iPhone. Et donc, en fait, où est-ce qu'étaient ses clients ? Ils étaient sur mobile. Ils étaient sur mobile, ils sont passés sur smartphone. Et donc, quand on est arrivé avec une offre qui répondait à un besoin où on n'avait pas de concurrence, forcément, ça s'est spread tout seul. Et on a fait, historiquement, eDJing, ça a fait 100 millions de téléchargements organiques tout seul, en fait, au fur et à mesure des années. À un moment, tu es l'application la plus téléchargée au monde, c'est ça, Jean-Baptiste ? Ou dans ton univers de la musique ? Ouais, dans l'univers de la musique, en fait, on est eDJing, c'est l'app de DJ la plus téléchargée au monde encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et en termes d'éditeur musical, on est le numéro 1 mondial en termes de téléchargement d'applications musicales sur les App Store. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Tiens, parce que je vais partir. Ça, c'était l'étape 1. Voilà. Ça, c'était. Non, évidemment. Mais déjà, je ne sais pas si tu as le temps de regarder tout ça d'ailleurs, mais Epic Games, donc éditeur de jeux vidéo, en même temps, ça t'intéresse, tu veux aussi commencer à faire tu as fait un petit peu de jeux vidéo, qui attaque le fonctionnement de l'App Store. Tout à fait. Alors, ton avis ? Tu me connais, je fais jamais de politique, donc ça pour moi. Mais c'est pas de la politique, ça. C'est effectivement des choses qui sont en cours, qui sont vraies. Compliqué pour moi de commenter. Par contre, ce qui est totalement vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a des commissions sur les App Store. Elles sont remises en question par plein d'organismes, de sociétés. Effectivement, nous aujourd'hui, on ne peut pas décider exactement de ce qu'on peut faire. On n'est pas propriétaire aujourd'hui. Jean-Baptiste, sans l'App Store, t'existes pas. Aujourd'hui, effectivement. Sans l'App Store, ça n'existe pas. On n'existe pas, tout à fait.
Alors après, il y a des alternatives, parce qu'il y a iOS et il y a Android. Mais aujourd'hui, effectivement, sur les App Store, ce qui est visé aujourd'hui, c'est vraiment iOS. Et effectivement, il y a un combat qui est en cours, qui vient de se finir, je crois, il y a à peine 2 jours. Non, mais moi, alors, je te tranquillise, moi, ma position, elle est complètement à rebours de ce que la presse dit. Moi, je défends Apple, moi. Les gars, ils ont créé... Enfin, et d'ailleurs, tu en parlais... quand on se parlait il y a quelques années, tu en parlais avec une forme d'émotion. Ils ont créé une mine d'or dans laquelle toi, Orpailleur, tu as été faire... Aujourd'hui, iOS, c'est plus de 50% de nos revenus. On monétise beaucoup que l'abonnement. Aujourd'hui, nos clients sont habitués à payer avec les systèmes d'Apple. Ils sont fidélisés, on n'a pas de problématique. Enfin, ça simplifie beaucoup, il y a beaucoup d'outils. Et donc, au final, aujourd'hui, faire du business sur la plateforme Apple, c'est assez simple par rapport à d'autres plateformes. Donc, aujourd'hui, il y a des avantages et des inconvénients sur chaque plateforme. Et effectivement, aujourd'hui, il y a effectivement une discussion sur ce désordre de commission, qui effectivement, nous on a quand même intérêt à que les commissions baissent, clairement. Aujourd'hui, ils nous prennent 30% de nos revenus, on a intérêt que ça baisse. Par contre, il doit y avoir une commission pour, on va dire, rémunérer le distributeur et rémunérer tout la R&D qui a été mis en place par justement Apple, pour rémunérer les gens qui travaillent chez Apple, les technologies, la partie back-end. Tim Cook, il dit, pour rémunérer le contrôle. C'est-à-dire, on peut pas. C'est-à-dire, lui, il dit la grande force et c'est ce qui a fait ta force aussi, c'est qu'à un moment, les gars d'Apple ont dit ça, c'est génial. Voilà, ça a été testé, on l'a vu, MWM, on va le promouvoir, c'est formidable. Il y a des équipes éditoriales qui font un super boulot. Ils ont des équipes localisées donc par pays. Nous, donc, on a des équipes en France qui s'occupent des comptes. Et aujourd'hui, ils arrivent à repérer les applications. On a aussi des programmes où ils vous accompagnent pour aller améliorer le UX de vos produits, améliorer la rétention, améliorer certaines features. Il y a pas mal de conférences qui sont faites, etc. Donc il y a tout un écosystème qu'ils ont créé. Donc c'est normal de le rémunérer. Et après, le gros débat, c'est le niveau de rémunération. Voilà, c'est juste ça, c'est ça le vrai débat. Mais effectivement, il y a un écosystème qui aujourd'hui a été créé. Ça a coûté de l'argent et donc c'est normal que... Mais je comprends bien que tu veux rester d'une infinie prudence là-dessus. Voilà, surtout ne se fâcher avec personne. Non, mais surtout qu'aujourd'hui, en fait, c'est normal qu'il y ait un débat. C'est totalement normal. Il y a des très gros enjeux, c'est des milliards, les revenus générés par les App Store. Donc c'est normal qu'il y ait des enjeux. C'est pour ça que je dis que c'est de la politique, parce qu'aujourd'hui, ça dépasse tellement, on va dire, nous, en tant que petit éditeur d'applications, parmi les 2 millions sur Apple, 4 millions d'applications sur Android, on est 700 000 publishers dans le monde. Donc effectivement, on comprend bien que tout ça, c'est pas juste une guéguerre entre effectivement un Apple, un Epic, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et voilà, nous aujourd'hui, on se focus vraiment sur développer les meilleurs produits pour nos clients avec Apple. Fact basique du chef d'entreprise. Je reviens sur mon. On se focus, on avance, et effectivement, si ça va en notre faveur, des développeurs, on sera très contents. Et si ça va en la faveur d'Apple, nous on continuera. Et voilà, ça reste des partenaires de premier ordre, et c'est comme ça qu'on le fait. Mais sans démagogie, c'est vraiment... non, mais je comprends parfaitement ta position. C'est-à-dire que ta position, elle est de dire, écoutez les mecs, moi je suis en pleine croissance, j'accélère. On n'a pas le temps vraiment de... Voilà, c'est ça. Je fais là où on me dit de faire, quoi, et puis on verra. On reste comme une petite boîte, alors même si on a bien grandi, on reste quand même une petite boîte. Et quand tu seras Epic Games, justement, tu auras peut-être... Quand je serai en bourse, ma boîte elle vaut 4 milliards, peut-être que je pourrais me permettre de faire des bras de fer. Voilà. Des épreuves de force. Aujourd'hui, on est encore en train de prouver qui on est et où est-ce qu'on va. Donc, forcément, on ne peut pas faire tous les combats en même temps. Mais moi, je trouve, on l'a fait un petit peu là, mais je trouve qu'on ne rend pas assez hommage à Apple dans cette histoire. Bon, mais alors pourquoi ? Alors, donc tu développes effectivement, après tu pars, c'est la musique grand public, tout ce qu'on peut faire sur la musique, etc. Apprendre la musique, Est-ce que et pourquoi ? Donc là, tu fais ce virage, donc là, tu lèves des dizaines de millions d'euros. J'ai pas noté. 50 millions l'année dernière. Ah oui, c'est ça, c'était il y a un an. Oui, tout à fait. Juste avant le confinement, d'ailleurs. Ouais. Je crois que c'était 3 semaines avant, on a fait l'annonce. Non, je crois 1 semaine avant. On a fait l'annonce 1 semaine avant, tout le pays loqué. Et tu as en fait doublé de taille en termes d'effectifs ? En fait, on est passé de 50 en janvier à aujourd'hui, on est à peu près 130. Donc, tout en digital, tout en distanciel. On a embauché 70% des équipes pendant le confinement. Donc ça a été un challenge énorme. Sans les voir. Sans les voir. Enfin, sur Zoom, quoi. La plupart, parce qu'après, on a rouvert à partir de l'été, donc on a commencé à voir les candidats. Mais effectivement, entre le mois de mars et le mois de juillet, on a recruté, je pense, 50-60 personnes sans jamais les avoir vues, quoi. Donc, process, on envoie les PC par la poste, etc. On a toute une logistique. Et puis, tout géré de chez moi, dans mon petit bureau. C'était vraiment quelque chose
Nous, en plus, on n'est pas culture télétravail historiquement chez MWM, parce on était une petite équipe, toujours, avec beaucoup de créatifs, toujours tous ensemble, pour essayer toujours de se challenger. On écrit sur les murs, on a besoin de se voir, on a besoin de communiquer, de sentir les choses, tout le non-verbal, on a besoin de le sentir. Il faut imaginer qu'on a vraiment des personnes très créatives au bureau qui créent des produits disruptifs toute la journée. Et du jour au lendemain, se dire, non, on va créer des produits disruptifs derrière son écran, en se parlant en visio, on ne peut pas écrire sur les murs, potentiellement, on n'a pas forcément un endroit pour travailler correctement. Et effectivement, c'était pour nous quelque chose de nouveau, et donc ça a été, ça marche moins bien. Alors, pour la création, ça marche moins bien. Ça marche totalement moins bien. Ouais. Alors ça, nous, clairement, quand vous déjà faire des produits qui sont, on va dire, tout se cache dans les détails. Ça veut dire qu'en fait, on peut rater un produit parce qu'on a juste raté un tout petit détail. Et en fait, si on n'est pas tous ensemble à aller, on va dire, qu'il y ait une sorte d'émulation de groupe, en fait, il y a des petites choses qui ne se créent pas, qui n'apparaissent pas, et c'est ces petites choses qui font toute la différence. Et donc aujourd'hui, quand effectivement nous on a été bloqués pendant toute cette phase, d'ailleurs c'est compliqué pour les onboarding, c'est compliqué pour la formation. On a un TGV qui va à plus de 300 km/h, et on demande à des gars qui sont dans d'autres boîtes qui sont peut-être à 250, d'arriver, de rejoindre le wagon, et de monter dedans, de comprendre les process, de monter dedans et de remonter tout le wagon, de remonter jusqu'à la tête. Ouais. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, créativité, donc les créatifs, et voilà, les problèmes de communication, quand on passe d'un mode de travail où on est 50 on passe à 100, sans se voir, en fait, c'est encore plus compliqué. Donc, en fait, on a empilé les layers de complexité. Et là où on est content, c'est qu'en fait, ça nous a vraiment fait péter, on va dire, fait apparaître les problématiques et les points faibles qu'on avait. Ouais, donc en fait, d'un coup, au lieu de passer peut-être 1 an et demi ou 2 ans avec plein de problématiques de process, de communication, etc., tout a explosé. Alors à tous les niveaux. C'est une phrase que j'entends beaucoup. Tout à coup, on s'était rendu compte qu'il y avait des tas de trucs inutiles. Voilà. Et qui ne marchaient pas. Et en fait, on ne va pas les refaire, quoi. Voilà, exactement. C'est ça. Et en fait, c'est soit en gros, on est obligé de les résoudre parce que ça ne fonctionne pas, on est bloqué. Et c'est juste que cette façon de faire et cette façon d'où on a été, on va dire, mis face à l'évidence, fait que on a accéléré notre mise en cause sur tous les process de la boîte, sur les façons de travailler, sur notamment l'arrêt du télétravail où nous, maintenant, on a instauré ça dans la boîte. Alors là, bien évidemment, vu que ça fait 1 an qu'on y est, on va peut-être pas forcément, on va dire, passer 5 jours de télétravail, enfin 3 jours de télétravail par semaine à partir de demain. Mais l'idée, c'est voilà. Alors attends, parce que le temps tourne très vite. Et donc, tu bascules dans un autre univers. Complètement. Et c'est un truc. Et en plus en plein pivot, parce qu'effectivement aujourd'hui. Mais moi je veux parler. Ouais. Il se trouve que la musique est, en ce qui me concerne, une passion. Ouais. Mais il y a tellement de choses à faire dans la musique, Jean-Baptiste. Pourquoi est-ce que tu vas partir sur des trucs qui sont en plus des trucs plus classiques, quoi? C'est ça, vidéo, photo, dessin. Retouche de photos, enfin des choses comme ça. Ouais. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, MWM, tu as vu, c'est quand même une boîte qui est assez ancienne. J'ai créé ça, la première app en 2012. Et aujourd'hui, en fait, on a développé une plateforme qui nous permet en fait de créer des produits très rapidement, de les shipper au marché. On a de la data qui remonte, on arrive à itérer très 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 vite. Et donc en fait, on s'est dit, tiens, on va aller tester d'utiliser notre savoir-faire en développement et en commercialisation, en distribution, sur d'autres verticales pour avoir plus de croissance. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est leader mondial dans la musique. On continue à prendre des parts de marché sur différents sujets, mais on va dire sur les gros sujets de la musique, le piano, la guitare. T'es arrivé au bout. Je suis pas arrivé au bout, mais je vois des business, des tailles de business juste à côté qui sont beaucoup plus grands. Par exemple, le marché de la vidéo grand public est beaucoup plus important que le marché des applications musicales sur mobile. Donc par exemple, tout le monde sait faire des photos, des vidéos, a besoin de les monter et de les envoyer après sur les réseaux sociaux. Donc en fait, l'usage est très important sur la partie photo et vidéo, beaucoup plus accessible pour le grand public. Et donc comme nous, notre but, c'est vraiment d'arriver à aller proposer au grand public des technologies, souvent pour les pros, les démocratiser, enfin de les simplifier et de leur donner accès. On s'est dit, la musique, on est très fort, sauf que les leviers de croissance dans les autres catégories qui sont en fait qui appartiennent à l'industrie créative, je comprends. Créer de la vidéo, tout à fait. C'est la même chose que de la partie musicale, sauf que on ne traite pas du son, on va traiter du flux vidéo ou de la photo. Derrière, tout le reste, c'est la même chose. Et en fait, on s'est dit, on va aller prendre des relais de croissance avec la même équipe qui est, on va dire, une taille limitée. On a beaucoup de chance en fait d'accélérer notre développement dans ce domaine-là. Alors attends, parce que je vais te challenger là-dessus, parce qu'évidemment tu y as réfléchi, mais ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que tu aurais pu aussi, je suis sur la musique, je suis sur un domaine de passionné, et je peux alors
prendre l'autre aspect qui est je vais monter en gamme, en perfectionnement de l'ensemble de mes produits, je vais commencer à les faire payer, il y a des gars qui vont payer pour ça parce que c'est passionnant. On nous dit, tiens une question comme ça, il y a une nouvelle qualité de son qui arrive en digital. Apple lance ça, oui tout à fait. Et donc ça va être un truc de dingue. Alors nous ça nous arrange pas parce que plus ça qualité, plus c'est lourd, et plus ça fait des calculs puissants et plus il faut des ressources. Donc, oui, mais justement, pourquoi pas avoir pris ce pari-là d'aller chercher la marge plutôt que le volume, quoi. Parce que sur le volume, tu vas te retrouver challengé avec de sacrés acteurs. Voilà, l'idée c'est qu'aujourd'hui, en faisant ça, effectivement, on va se retrouver avec les MWM de chaque catégorie, qui sont beaucoup plus grands que nous. Et sur la retouche photo, il y en a des sacrés solides, quoi, quand même. Exactement. En plus, La grosse différence, c'est qu'en fait, on a une approche. Donc déjà, on a un savoir-faire en termes de développement d'applications. On a vraiment une équipe, on va dire, mobile, développement, iOS, Android, back-end, front-end, qui est excessivement experte maintenant dans ce domaine. En fait, aujourd'hui, des boîtes qui savent développer comme ça plusieurs produits dans une catégorie, qui ne sont pas juste monoproduits, comme un Deezer ou un Spotify, il n'y en a pas beaucoup. On n'est pas beaucoup dans le monde. Et aujourd'hui, MWM, on est bien, on va dire, dans la catégorie musicale, on est bien identifié. Sauf que aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur qui est vraiment transcatégorie. Et nous, ce qu'on se dit aujourd'hui... Et il y a une valeur ajoutée à être transcatégorie ? C'est vraiment pour... Alors nous, on a l'acquisition client et tout ça, en fait, c'est ça. Il y a des synergies incroyables. En termes de développement, les briques techno, derrière, c'est les mêmes. Derrière, on a la partie acquisition. En fait, nous, on a un effet réseau, puisqu'on commence à avoir beaucoup d'applications. On a un gros catalogue. C'est les mêmes clients. Derrière, je fais du cross-sell entre mes applications. Donc, en fait, j'ai énormément de gains de marge, justement, à aller capter des clients via la musique, via la vidéo, via la photo, et de les faire tourner dans mon écosystème. Un peu comme ce que ferait Netflix, avec, il va rajouter du contenu dans son catalogue. Ben, nous, on a créé un catalogue d'applications historiquement musicales, et demain, c'est un catalogue d'applications créatives. Donc, on a agrandi le catalogue, on propose plus de services, plus d'offres, et après, on a des algorithmes qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce que veulent les gens par rapport aux affinités, et on va les faire tourner dans l'écosystème. D'où ce dont tu parlais au début, c'est-à-dire il faut, pardon pour le terme pédant, il faut désémantiser la marque. Exactement. Ça reste MWM, mais il faut sortir le mot musique en fait. Exactement. Nous, c'est vraiment créatif. Voilà. Donc l'ambition, c'est vraiment ça. Alors c'est un énorme challenge, puisqu'en gros, aujourd'hui, on est en train de dire qu'on veut être le Adobe for mass consumer. Donc on veut être le Adobe pour le grand public. Donc aujourd'hui, Adobe l'a fait. C'est vraiment l'exemple parfait d'une boîte qui fait des applications, donc montage vidéo, photo, pareil pour la musique, tout ce qui va être traitement musical. Donc dans tout leur logiciel, on va pouvoir traiter la musique, etc. Et aujourd'hui, ils ont toute une suite, mais pour les pros. Nous, on va faire la même chose pour le grand public. Et ça, c'est vraiment la vision de MWM. On est les seuls au monde à vouloir faire ça. Et pourquoi est-ce qu'Adobe ne le fait pas pour le grand public ? Alors, c'est deux business différents. C'est-à-dire que clairement, elle est traitée avec des boîtes, elle est traitée avec... on va vendre des abonnements à 89 € par mois ou des licences. Alors, on peut passer le pack en licence à 1500 € par an et traiter avec des entreprises. Ça n'a rien à voir que de bosser avec des utilisateurs qui sont dans le monde entier, qui n'ont pas du tout, on va dire, un besoin bien identifié, qu'il faut... C'est vraiment... et qu'un pouvoir d'achat extrêmement faible. Aujourd'hui, la monétisation, c'est de la pub, c'est des achats intégrés. Eux ont fait le plus facile, toi, il faut que tu fasses le plus dur, là. Alors, ils ont fait un truc, je pense, exceptionnel. Nous, on est en train de faire quelque chose de peut-être encore plus compliqué. B2C worldwide, c'est vraiment quelque chose... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas cru en MWM pendant longtemps, parce qu'en fait, une boîte française qui sont dans un business B2C mondial et qui veut en fait devenir leader là-dedans, il faut investir des milliards. Bon, nous, on a levé en tout plus de 60 millions. Et on l'a fait, en tout cas on est dans le top 100 avec 60 millions. Et encore, on n'a pas encore eu le temps de bien déployer les 50 millions de l'année dernière, puisque on recrute et on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc en fait, on le fait au fur et à mesure, mais on peut, avec beaucoup moins, faire beaucoup plus. Ingénieur, Jean-Baptiste. Voilà. C'est ça, ingénieur polytechnicien ? Aéronautique. Aéronautique. Ouais, aéronautique. EPF. EPF. Voilà, ex-école polytechnique féminine. Jean-Baptiste Hironde, le fondateur donc de MWM maintenant, était notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart. Alors c'est Luc Breton est avec nous. Bonjour Luc. Bonjour Stéphane. On se connaît bien, mais justement on va en parler. Luc Breton, tu as été directeur de l'innovation d'Orange pendant combien de temps Luc Presque 7 ans. Ouais. Presque 7 ans, voilà. Au technocentre d'Orange, etc. Au cœur justement de l'écosystème start-up. Et là depuis 2 ans 2 ans. Tu as quitté le groupe. Donc il va falloir, parce que ça, à chaque fois, je pense que ça intéresse beaucoup ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, les grands virages comme ça de cadre supérieur, cadre dirigeant, etc. Tu t'es lancé donc dans les RH. Mais c'est quoi exactement ? C'est-à-dire, tu veux faire en fait une sorte de... comment est-ce que je vais dire ça ? Un cabinet de conseil
en management du 21e siècle. C'est ça un peu le projet, Luc ? Oui, à part que je ne me définis pas comme un consultant, mais plus comme quelqu'un qui va fédérer une communauté mondiale sur les nouvelles formes de management, les nouvelles formes de travail. Et ma raison d'être, puisque c'est la saison des raisons d'être... Ah ben c'est même tout ton pitch, quoi. Hein. Absolument. Ouais, c'est changer le travail pour changer la société. Et je pense que ce qui tourne pas rond dans la société, bien souvent, Shadow of the Leader, enfin, ça vient de ce qu'on a vécu. Quoi Shadow of the Leader, c'est ce qui est retransmis par les managers dans le monde du travail. On passe quand même 8 à 10 heures par jour au travail, pour la plupart d'entre nous, les actifs en tout cas. Eh bien, ça déteint. Les pratiques des leaders déteignent sur toute la hiérarchie de l'organisation. Et ensuite, quand on sort du travail, ça déteint sur nos vies personnelles, en fait, sur la société avec un grand S. Et ça déteint pas forcément dans le bon sens, puisque l'organisation au travail a un certain nombre de particularités, de patterns qui sont quand même aujourd'hui archaïques. Et qui font que on reproduit ça dans le monde associatif, on reproduit ça dans sa famille, et ça va générer un certain nombre de tensions, de dysfonctionnements, et parce que ça n'a rien de particulièrement naturel en fait. C'est intéressant ça, dis donc. Donc moi, l'impact... Parce qu'on a plutôt tendance à dire que c'est la tension de la société qui rejaillit sur l'entreprise. Toi, tu vois le truc ? Moi, je pense qu'on passe l'essentiel de notre temps en entreprise, au travail, que les relations y sont totalement fausses. Enfin, en tout cas, beaucoup de ces relations sont fausses, sont empreintes de jeux de rôle, de jeux de pouvoir, de ce fameux lien de subordination personnelle qui en fait fait tout foirer, fait foirer beaucoup de choses. Alors c'était très efficace dans un monde industriel où on fabriquait des forts de cas, où tout se ressemblait, tout était linéaire. On savait que pendant 10 ans, on allait pouvoir vendre des voitures d'un certain type. Aujourd'hui, dans le monde VUCA, un certain volatile, etc., que l'on connaît tous aujourd'hui. VUCA fort donné, VUCA volatile, incertain, complexe. Et A. Voilà. Et donc, qu'on retrouvera. C'est ce nouveau contexte-là qui rend ces formats archaïques, ces formats historiques archaïques. Mais ce qui est intéressant, alors c'est compliqué parce que tu as une forme de devoir de réserve, etc. et tout, mais donc tu l'as vécu, toi, Luc. Par rapport, moi, là où ça m'intéresse beaucoup ta démarche, par rapport aux start-upers qui débarquent en disant « vous allez voir, on va tout changer », c'est que toi, tu as vécu le grand groupe. Puis alors, le vrai grand groupe, quoi. Voilà. Orange, 100 000 personnes, boum, voilà. Ça se pose là. Oui, et puis qui plus est, je l'ai vécu pendant 20 ans, donc c'est vrai que j'ai quasiment... Enfin, je suis rentré dedans au moment de la privatisation. Donc, c'était quand même une entité qui était une émanation de l'État et qui est rentrée dans le secteur privé. D'ailleurs, en échangeant... du cash contre du papier, ce qui a provoqué un certain nombre de déboires à un moment donné financiers avec le plan de Thierry Breton lorsqu'il est arrivé pour sauver l'entreprise, etc. Donc tout ça, ça a été incroyablement intéressant à vivre de l'intérieur, cette transformation d'un ministère, quasiment des PTT, jusqu'à une organisation extrêmement concurrentielle. Et ça s'est vécu dans une douleur terrible, enfin, sur les années 2005, 2006, 2007, 2008, voilà, l'ensemble de cette période que personne n'a oublié autour d'Orange. À un certain moment où on a cru que des processus qui étaient ceux de l'industrie pouvaient s'appliquer à une industrie du service. Voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas possible, en fait. C'est mal connaître le monde des télécoms. Donc ça a provoqué certaines tensions. Après, la transformation du groupe Orange, elle est quand même assez remarquable malgré tout, puisque, évidemment, c'est un grand groupe comme d'autres, avec beaucoup de lourdeur, de bureaucratie, un certain nombre de bureaucraties, etc. Mais par rapport à la moyenne, je dirais, du CAC 40, Orange s'en sort plutôt bien. Et puis, par rapport au grand groupe en général, il y a eu quand même une transformation bien supérieure, partant de la situation initiale que j'ai décrite précédemment, qui était quasiment, même pas quasiment, qui était un ministère d'État, en fait. Ce que tu décris à travers, donc, alors, on a écrit, nous, fondateurs de Purpose for Good. Purpose for Good, oui, absolument. C'est plein de bons sentiments, tout ça, c'est merveilleux, c'est un conte de fées. Ce que tu décris, c'est l'entreprise libérée, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise libérée ?
Moi, entreprise libérée, ça ne me parle pas beaucoup. Par contre, libérer le potentiel des personnes dans les entreprises, oui, ça me parle. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours considéré comme un... Entreprise libérée, ça veut dire, de ce que j'en ai compris, ça veut dire très forte autonomie. Voilà, c'est ça. C'est donnée à l'ensemble des maillons de la chaîne. Ça me va bien. C'est développer en fait en interne un sentiment d'intrapreneuriat, d'entrepreneuriat, développer les réflexes d'entrepreneur au sein d'une organisation, fût-elle grande. Et donc c'est vraiment ça qui m'intéresse en fait, puisque aujourd'hui ce qui frustre les gens, ce qui fait qu'on a 85% de gens qui ont plutôt un rapport alimentaire avec leur organisation et pas d'être à l'attaque le matin en se levant ou d'être au service de son équipe. Eh bien, c'est lourdeurs organisationnelles, c'est le fait qu'on est obligé de répondre à un chef qui lui-même répond à un chef. Mais oui, mais dans un groupe de plusieurs dizaines de milliers de personnes, tu es obligé à un moment de fonctionner comme ça, Luc. Tu es obligé de structurer ça. Alors, justement, moi, je suis allé à la rencontre dans 30 pays du monde. J'ai pris mon sac à dos, j'ai fait un tour du monde. Avant la pandémie, j'ai eu de la chance de pouvoir le faire à ce moment-là. Je suis allé interviewer 250 leaders qui avaient disrupté ou qui avaient transformé fondamentalement le management traditionnel, le management à la papa. Et ces gens-là, ils ont fait basculer l'organisation traditionnelle et la hiérarchie de pouvoir, la hiérarchie individuelle, le lien de subordination que je décrivais précédemment, sur une hiérarchie d'équipe. Et donc, la hiérarchie d'équipe, donc souvent on décrit, Jeff Bezos avait décrit la Two Pizza Team. Oui, absolument. Donc c'est à peu près 6-8 personnes, hein, ça dépend si vous avez beaucoup entre 6 et 12 personnes. Mais il faut nourrir l'équipe avec 2 pizzas. Voilà, alors ça c'est très empreint de lean et d'agilité. Scrum, qui est apparu en 98 dans la Silicon Valley, qui a tout changé parce que ça a formaté l'innovation informatique sous la forme de sprints très courts, de 15 jours en moyenne, qui itéraient avec le besoin du client. Donc on était sûr qu'à la fin, les deux côtés du pont n'étaient pas à 1 mètre de distance, mais bien l'un en face de l'autre. Et donc cette itération permanente, ces équipes plus petites, on parle d'organisations cellulaires, peuvent faire le scale, peuvent s'appliquer à grande échelle, mais chacun dans son équipe a une capacité d'autonomie et d'intervention sur le registre de ses rôles, donc de ses responsabilités, qui est totale. Et personne ne va vérifier ce que vous avez à faire. Vous avez la responsabilité, vous pouvez aussi vous planter, mais vous êtes en charge. C'est ça. Et donc d'être en charge vis-à-vis de ses pairs plutôt que vis-à-vis d'un chef, qui peut être bon ou mauvais, mais qui a un seul cerveau. L'équipe, elle en a plusieurs, elle est pluridisciplinaire et elle est bonne, puisqu'elle est sizée, elle est dimensionnée précisément pour ce qu'elle a à faire, et elle résonne finalement comme une entité la plus autonome possible, redevable vis-à-vis d'autres. Hein. C'est comme si on avait un PNL virtuel à l'échelle de chaque organisation, de chaque cellule de l'organisation. Tout à fait. Et finalement, c'est le vivant qu'on est en train de décrire. C'est comme ça que fonctionnent les cellules d'un corps, d'une forêt, c'est le vivant. Et donc, on parle aussi souvent d'organic organization, organisation organique, et la taille humaine de ces cellules élémentaires, leur interdépendance, la capacité à cascader la raison d'être via une méthode que Google a inventée il y a 10 ans qui est phénoménale de simplicité et d'efficacité, qui s'appelle les OKR, Objective and Key Result. Donc on va cascader la raison d'être sur des objectifs clés stratégiques, et on va s'assurer que toutes les forces vives sont bien centralisées sur cela. Donc ça veut dire, ma raison d'être concrètement, ça veut dire ça. Oui. Et chacun des points, je le confie à une équipe, enfin à une série d'équipes, puisqu'on reprend tes alvéoles, tes cellules, etc. Oui, on va être capable de partir soit de la raison d'être qui s'exprime en une phrase, soit de plusieurs raisons d'être, de plusieurs phrases qui expliquent ce que fait l'entreprise, hein, parce que parfois c'est complexe. Et de celle-là, on va partir on va dire que ça, c'est le tronc. On va partir sur des branches, des feuilles, etc. Et on va être capable de décliner, de cascader comme ça les objectifs stratégiques de l'organisation. Et on va le faire par équipe et de façon cellulaire. Et la grande puissance de ce modèle, qui peut se designer sur des plateformes informatiques. Il y a un Français qui est leader mondial sur le domaine qui s'appelle Ola Spirit, qui permet de dessiner ces cercles et ces rôles et de voir l'évolution de l'organisation. Attends, tu vas trop vite. Au quotidien. Attends, d'abord, je voulais juste préciser un truc. Ce que tu décris, alors, Amazon, et il se trouve que j'ai discuté très récemment là, avec la DRH d'Amazon en France, Amazon revendique toujours ce fonctionnement avec aujourd'hui 1 300 000 personnes. Je ne sais pas, c'est 1 300 000 personnes, hein, Amazon. Voilà. Ça, donc, modeste. Oui. Non, mais ça valide ton fonctionnement. Et avec les résultats qu'on connaît, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces. Hein, voilà. Mais alors, effectivement, ça m'intéresse beaucoup aussi. Le logiciel.
Tu rentres ça, tu cites 2 logiciels, tu rentres ça dans 2 logiciels. Raconte-moi comment ça se passe. Bon, je parle de la Spirit. Il y a d'autres concurrents, mais ils ont quasiment pas de concurrents. Ils sont français. C'est le nouvel operating system des organisations organiques, cellulaires, à gouvernance partagée. Tout ça, c'est des termes qui veulent dire la même chose, qui permettent de décrire l'organisation par cette hiérarchie. La hiérarchie persiste d'équipes et de cellules. Donc on va décrire une équipe selon un cercle et les cercles constitués de rôles. Et un cercle d'ailleurs, c'est un rôle. Si on prend un peu de recul, un cercle égale un rôle. Donc tout ça, c'est une constitution de rôles qui, assemblés, vont constituer une entreprise. Cette organisation... Attends, l'équipe, les 6, 8, 10 personnes, ils sont toujours ensemble ou non, c'est des équipes de projet. Voilà, exactement. Ah, donc moi, je peux avoir plusieurs rôles dans différents cercles. Et c'est ça qui est génial, c'est que moi j'ai développé des compétences, tu me connais Stéphane, j'ai développé des compétences dans le milieu associatif. Mais jusque-là, l'entreprise, elle n'en a rien à faire parce qu'elle ne le sait pas. Mais moi, ce qui m'intéresse dans les organismes de nouvelle génération, c'est de pouvoir utiliser ces compétences que j'ai développées, soit à titre personnel, soit à titre associatif, sportif, je ne sais, dans différents cercles de l'organisation, si l'organisation me le permet et en a besoin. Deloitte dit l'entreprise aujourd'hui n'utilise que 20% des compétences qu'elle pourrait utiliser si justement elle avait une cartographie complète de l'intégralité des compétences qu'ont ses salariés. Ça me fait penser aux calculatrices quand on était au lycée, on utilisait 30% des fonctions, on avait plein de touches sur lesquelles on tapait jamais, plein de mémoires qu'on n'utilisait jamais. C'est ça les salariés dans l'entreprise et c'est ça qui fait que les gens deviennent fous. Ils sont frustrés, ils ont une relation alimentaire et à la fin ils rentrent à la maison en disant à leur époux ou à leur conjoint eh bien finalement je comprends rien. Voilà, attends, reviens sur ton logiciel. Donc, ton logiciel en fait il cartographie les centaines de compétences qu'il y a dans l'entreprise et il fait des points de rapprochement en fait. Alors sur Ola Spirit, je vais pouvoir décrire tous les rôles que je veux animer. En fonction des compétences dont je dispose. Et donc, c'est fini la feuille de poste. La fiche de poste, boum, terminé. C'est totalement obsolète. C'est-à-dire que là, c'est dynamique. C'est-à-dire que je vais pouvoir bouger dans les rôles que j'anime, dont je prends la responsabilité du jour au lendemain, en fonction de l'apparition de projets ou de la disparition de projets. Donc, il y a une vision très dynamique de l'organisation. Elle évolue tous les jours. Il n'y a plus de grand Big Bang. Moi, j'ai vécu toute ma carrière. Je voyais débarquer des consultants qu'on payait très cher, qui venaient pour 18 mois, qui nous pondaient une nouvelle organisation qui était forcément la meilleure puisque c'était celle que le chef qui les payait leur avait demandé de mettre en œuvre. Si on se dit les choses, je caricature un peu, mais pas tant que ça en fait. De toute façon, c'est toujours la même qui vendait. Donc Voilà. Et à l'issue de la mise en œuvre, eh bien, l'organisation est obsolète premier jour, puisqu'elle date d'il y a 18 mois. Et donc, ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de grands soirs, il n'y a plus de réorganisation Big Bang, c'est tous les jours. Et si on fait des photos sur Ola Spirit de l'organisation tous les jours et qu'on accélère, on fait un time-lapse, on voit l'évolution organique de cette entreprise tous les jours avec une photo accélérée. Tu sais ce qui se passe là, Luc? Il se passe que ceux qui te regardent font comme moi, c'est-à-dire là, j'essaye de projeter ça dans mon entreprise. Voilà, j'essaye de dire, mais comment on fait? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un mec qui soit à un point précis, à une heure précise pour faire une tâche précise. Ah, bien sûr. Quand même. Bien sûr. Et d'ailleurs, la répartition du temps dans mes rôles, elle est clairement identifiée. Oui, mais ça veut dire que si personne n'a envie de faire ce truc-là, tu vois ce que je veux dire, dans l'ensemble de mes projets, justement, de mes rôles et tout, il faut quand même qu'ils soient tous occupés à un moment, à la fin. Ah oui, mais ça, la responsabilité vis-à-vis de ses pairs, elle est beaucoup plus engageante qu'un chef qui va contrôler si vous êtes levé le matin et si vous avez pointé le soir. Ouais, d'ailleurs, la relation... C'est-à-dire, je vais le faire parce que je sais que je fous tout le monde dans la merde si je le fais pas. Exactement. L'engagement, il est total. Parce que si on n'est pas là, tous les camarades, ils en prennent plein la tête. Et ils sont mis en difficulté. Donc l'engagement, le matin, les gens se lèvent parce qu'ils ont envie de faire ce qu'ils ont à faire, parce que c'est beaucoup plus intéressant, ça évolue en continu, et parce qu'ils sont redevables vis-à-vis de toute l'équipe. Et que c'est comme dans une équipe de rugby, je ne me demande pas si le gars est là quand je passe le ballon, il faut qu'il soit là, on s'est entraîné des heures et des heures pour qu'il soit là. Et donc c'est ça qui se passe dans une équipe agile.
qu'est-ce qui deviennent les partenaires sociaux dans ton histoire ? Alors les partenaires sociaux... non mais juste je fais une incise, c'est le sujet dont personne ne parle plus aujourd'hui. J'ai l'impression que le Covid a éradiqué les partenaires sociaux. Les amis, alors on va pas faire la Biden mania là, mais écoutez le vieux sage quand même des années 70 qui vous dit à un moment quand même, l'organisation des salariés c'est utile. Voilà, je referme la parenthèse. Moi je pense qu'ils n'ont absolument pas disparu et que d'ailleurs leur force est inversement proportionnelle à la capacité des organisations à décentraliser l'autorité. C'est-à-dire que les syndicats sont d'autant plus puissants qu'il y a des frictions entre les personnes managées et la direction. D'ailleurs, c'est totalement archaïque comme conception d'avoir une opposition comme ça. C'est un peu pagnolesque entre les dirigeants d'un côté. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc ça, dans les organisations que l'on décrit, avec cette capacité à complètement décentraliser l'autorité, à mettre en action chacun, c'est-à-dire que chacun est capable de proposer des changements d'organisation, des changements très concrets sur son périmètre de responsabilité. Normalement, si on va au bout de la logique, ça disrupte totalement les partenaires sociaux, simplement parce que chacun devient lui-même son propre... oui, mais moi, tu vois, le patron de ses rôles. Le sale néolibéral boomer, ça m'inquiète un peu, quoi. Voilà. Non, tout ce que tu décris me fascine. Je trouve ça génial, mais à un moment, tu as besoin, pardon de le dire comme ça, mais d'une collectivité de travailleurs pour défendre un certain nombre d'intérêts, tu vois, au-dessus de la simple production et de l'avance de l'entreprise. Oui, mais ça s'appelle l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'à partir du moment... il faut qu'elle puisse s'exprimer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu décentralises l'autorité, les gens s'emparent et vont décider à plusieurs, et plusieurs cerveaux trouvent des solutions qui sont forcément meilleures qu'un seul. Qu'une minorité. Donc ils ont eu raison de refuser les syndicats chez Amazon, par exemple. Pardon, t'es pas obligé d'aller sur ce terrain-là si tu veux pas, mais ça me vient spontanément, puisque c'est sûr que c'est un modèle d'entreprise qui fonctionne comme tu l'as décrit. En tout cas, moi je pense que si les salariés sont en capacité de mettre en œuvre, on parle en anglais de safe enough to try, c'est-à-dire que si ce que je propose ne met pas en danger l'organisation, c'est mis en œuvre par défaut. Et on utilise un mode de décision qui s'appelle le consentement, qui est très en vogue. C'est-à-dire que le consentement, c'est comme à l'Assemblée nationale, les gens font des amendements, et puis si tous les amendements sont rejetés ou sont intégrés, on parle aussi de décision intégrative, à la fin, c'est mis en œuvre. Donc c'est safe enough to try, c'est-à-dire que la proposition ne reçoit plus d'objection valable pour ne pas être mise en œuvre, elle est mise en œuvre. Et chacun peut faire des propositions. Donc ça, je pense que ça résout quand même l'essentiel des frictions au travail. En tout cas, c'est ce que j'ai observé dans un certain nombre de sociétés. Aujourd'hui, j'ai dans ma base de données, puisque je comptabilise ces sociétés à l'échelle mondiale, à peu près 20 000 sociétés qui sont parties vraiment significativement sur ce modèle-là. C'est très peu à l'échelle de l'économie mondiale. Et il y a des très grandes, on a parlé d'Amazon, mais on est quasiment au bout, Luc, il y a d'autres très grandes parmi ces sociétés. Ce que je peux... oui, il y a des très grands, il y a des at scale. Ce que je peux dire, c'est que dans 100% des grands groupes, sauf vraiment ceux qui sont... dans des cas très particuliers, il y a des expérimentations. Oui. Partout. Ça, je te le confirme. Ça pop-up partout. On parle que de ça. En fait, ils parlent que de ça. C'est pas pour ça que ça va fonctionner. L'ADN a la vie dure, l'ADN des organisations a la vie dure, et je pense, personnellement, parce que je ne suis pas naïf et j'ai passé cet âge-là, que la plupart mourront en bonne santé. Ouais, mais Luc, non, mais le télétravail est un changement de paradigme tel qu'ils ne vont plus avoir le choix, en fait. À un moment, le micromanagement, tout ça, c'est mort. Cette pandémie a été extrêmement positive de ce point de vue-là. De ce point de vue-là. Et j'ai pas eu le temps de te parler de ton business, donc tu reviendras, parce que j'aimerais bien savoir comment tu gagnes ta vie après que tu nous as raconté tout ça quand même. C'était passionnant, Luc, absolument passionnant. Le fondateur de Purpose for Good, donc, était notre invité sur Bismart. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane. Président du directoire de... Alors c'est Damartex, hein, le groupe. Absolument. Voilà. Et taux de reconnaissance de Damar, c'est 100%, c'est Coca-Cola 96. 96% en France. Ce n'est pas le cas partout en Europe, mais en France, c'est à 96%. Mais mesuré chez les 4 ans et plus, c'est-à-dire c'est les moins de 10 ans qui ne connaissent pas Damar. Probablement. Probablement. Vous avez... Alors,
on va évidemment parler de la technologie, etc., de la recherche. C'est du textile. C'est du textile qui est encore aujourd'hui à Roubaix, à Tourcoing. Enfin, c'est du textile qui est encore aujourd'hui, Patrick, dans son cœur industriel historique. C'est vrai, Stéphane, que le cœur historique en France du textile, c'est Roubaix. C'est le Nord. On a encore toutes nos équipes de création, nos équipes de recherche, d'innovation qui sont basées à Roubaix. La production est gérée par nous en Tunisie aujourd'hui depuis maintenant presque 12 ans. Mais ce sont des équipes d'Amar. On a une intégration verticale dans notre production. Alors je ne pensais pas, mais allons-y très très vite, l'ensemble des discours là, sur le Made in France, sur les aides à la relocalisation, sur etc. Pour le textile, c'est mort, c'est parti, ça ne reviendra plus? Non, je pense pas. Je pense que ça reviendra plus comme avant, certainement. Par contre, relocaliser en France un peu de production est certainement possible sur des produits à valeur ajoutée, pour également avoir des circuits de production qui sont plus courts et plus respectueux également de l'environnement. Je pense que la tendance va être à un rapatriement. Maintenant, il faut être réaliste. On ne va pas reproduire en France 100% du textile. C'est irréaliste. Non, ça d'accord, mais je pense... Alors, et pour le coup, vos clientèles peuvent un petit peu se recouper. Je pense au groupe de Saint-Étienne-Tuan, à la formidable Elisabeth Ducotet, au combat qu'ils font avec des matières, c'est vrai, ultra techniques pour continuer à produire à Saint-Étienne. Parce que Damar, c'est technique quand même. Enfin, c'est une question que je voulais vous poser justement. Est-ce que là, il y a un potentiel? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez, vu que le guichet de l'État est ouvert quand même C'est sur le radar, ça ne va pas être l'élément essentiel de notre stratégie. Non. C'est un des éléments de la stratégie de produire plus proche en France ou en Europe, mais ce n'est pas un élément essentiel ou la pierre d'angle du positionnement. Pour accélérer la vitesse de rotation des produits. Et puis également, au niveau qualité, de pouvoir suivre et s'assurer. C'est vrai que l'époque où tout se faisait en Chine, je pensais derrière nous, on rapatrie beaucoup plus les productions. C'est technique Damar, ou c'est ce thermolactyle, c'est en fait une recette qui date de combien de temps? 60, 70 ans 53, donc 67 ans. 67 ans et qui n'évolue plus? Alors je vais tourner la question différemment. Vas-y. Parce que dire que c'est technique, c'est partir du produit. Moi je pars du client, je suis un épicier. Je pars du client et j'écoute le client. Et je pars du besoin client. Et le besoin client, c'est le confort. Et surtout sur notre clientèle de 60, 65, 70, 75 ans, le confort pour être vraiment bien dans sa peau, bien dans ses baskets est essentiel. Et la technicité est un moyen d'apporter ce confort. C'est vrai sur le côté thermique, c'est le thermolactyle que vous connaissez, que nos enfants portent également. En tout cas, mes enfants le portent. Avec les cheveux qui se dressent sur la tête quand on l'enlève. Exactement. Voilà. Mais ce n'est pas unique, c'est pas que ça. C'est le jeans avec des vraies technologies de maintien. C'est la chaussure, avec être bien dans ses chaussures à 70 ans, c'est pas évident. Surtout pour Donc ça veut dire que c'est un choix, parce que c'était une de mes questions, ça. Le choix stratégique de Damartex, du groupe, c'est clairement un choix de ce qu'on appelle maintenant pudiquement la silver economy. Voilà. Non, absolument pas pudiquement, on le revendique. oui, mais enfin bon. Moi, je revendique l'appellation start-up de vieux, donc on peut revendiquer l'idée que on s'adresse à des clients qui sont des vieux, mais c'est vraiment ce choix-là. Plutôt qu'un choix, je sais pas, on peut penser par exemple à des textiles sportifs où vous auriez tout à fait votre place aujourd'hui dans des périodes qui s'ouvrent. On va continuer à utiliser le banc technique sportif. Par exemple, Damar Sport est une de nos gammes, mais ça va représenter 1 ou 2% de nos ventes. Ça va être la Formule 1 pour Renault, qui va nous permettre de tester différents types de fibres ou de montage. Mais le positionnement de la marque est un positionnement de confort. Quand vous avez 70 ans, 65 ans, la nouvelle senior, on va y revenir, elle n'est pas celle que vous avez en tête. Je veux casser cette image d'Épinal. La nouvelle senior d'aujourd'hui, elle a besoin d'un jeans qui lui va bien, elle a besoin de sous-vêtements qui sont appropriés à toutes les différentes températures. Et le positionnement de Damar, c'est d'apporter vraiment des produits qui apportent le confort pour être bien dans ses baskets, bien dans sa peau. Alors c'est quoi? Non, mais alors moi je veux savoir, la senior de 65 ans. Donc ça veut dire d'abord que Damar, sa cliente, c'est une femme? C'est une femme à 95%. À 95%, elle achète pour son mari? Elle achète pour son mari un petit peu, mais c'est l'épaisseur du trait. C'est l'épaisseur du trait? C'est l'épaisseur du trait. C'est les femmes qui portent du Damar? Bien sûr. Mais j'en sais rien, moi, vous me l'apprenez. Cassons quelques images d'Épinal. La première, c'est que Damar, c'est uniquement du thermolactyle sous-vêtement. Le sous-vêtement thermolactyle, c'est moins de 20% des chiffres. D'accord, mais ça, on a compris, les jeans, les chaussures, etc. Okay. Et le deuxième point, c'est sur la question que vous avez posée sur la cliente senior d'aujourd'hui. Et on parle souvent des baby-boomers et autres. Aujourd'hui, pour un peu casser cette image, c'est pas la mamie dans sa cuisine en tablier.
Mais c'est important la senior d'aujourd'hui, si je prends celle qui est les baby boomers nés après 45, on suit beaucoup les générations chez nous. Disons qu'elle est née en 48. Elle avait 20 ans en 68. C'est elle qui était sur les barricades. Okay. Aujourd'hui, elle a quel âge ? 72 ans. Ah ouais. Ça casse l'image. 72 ans. La génération... Elle était sur les barricades. Enfin, celle qui y était. Celle qui y était. Enfin, en tout cas, il y avait un parfum, quoi. Voilà. Elle a mis des jeans. C'est ça que je veux dire. Elle a grandi dans le parfum des années 60. Exactement. Elle a vécu. Elle a bien vécu. C'est une génération qui est assez dorée au niveau des revenus, qui aujourd'hui est dans la force de l'âge. À 70 ans, elle a encore 15 ans, 20 ans devant elle en bonne santé. Elle va voyager. Je dis souvent en souriant, quand vous voyez une Clio passer dans la rue en vert pomme, regardez qui est au volant, ça sera une senior. Et la senior est tout sauf la mamie en tablier dans sa cuisine. Elle est vivante, elle voyage et elle veut paraître belle. Elle veut mettre des talons. Elle veut être bien dans ses baskets et plaire. Et ça, c'est la mission. Et ça casse un autre truc d'ailleurs, Patrick, qui est ces images permanentes qu'on nous montre avec les EHPAD, etc. et tout, comme si c'était forcément ça. La retraite, voilà, on va le dire comme ça. Mais non, c'est à peine 10% ça, des retraités. 90%, ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Ils peuvent parfaitement assumer. Et ce défi sociétal, il est vraiment important, hein, en France comme partout en Europe, d'accompagner le bien vieillir à domicile. C'est vraiment notre mission. Et ça m'intéresse énormément parce que, juste à côté, on est très intéressé aussi par l'évolution de la Redoute, hein, qui est un autre pôle très important à Roubaix, qui a vraiment mis le paquet pour renouveler complètement sa clientèle et essayer de s'adresser à une clientèle nouvelle. C'est pas ce que tu cherches à faire. Non, Nathalie, que je connais bien, a fait un travail extraordinaire, en effet, de modernisation de son modèle, de diversification, en allant chercher avec la décoration d'autres axes de croissance également. Pour Damar et Damartex, on a fait un peu un truc similaire, mais différent, dans le sens où, pour nous, on allait chercher autre chose que du textile également. Et on l'a dit en entrée, c'est pas juste Damar, c'est Damartex. À côté de Damar, qui représente aujourd'hui 65% du chiffre d'affaires, on a créé des pôles équipement de la maison et on a créé un pôle santé également pour accompagner ce bien vieillir à domicile. Aujourd'hui, la plus grosse croissance démographique des 10 années à venir, elle est sur le segment 70-80 ans. Et c'est bien accompagner le bien vieillir à domicile. Et c'est absolument pertinent. Oui, mais le risque dans ces cas-là, alors pour le coup, pardon, je parle en homme des médias parce que c'est quelque chose que nous, on a en tête. C'est que si moi, par exemple, qui ai 50 ans, j'ai pas grandi avec Damar. Et qu'est-ce qui te garantit qu'à un moment, je vais me tourner vers Damar quand mes 65 ans, mes 70 ans vont arriver ? C'est tout le travail de communication qu'on doit faire pour l'instant. Et d'ailleurs, c'est un clin d'œil. On a une campagne de télévision qui tourne pour l'instant sur tous les grands médias français. Qu'on n'a pas vu avoir dans les yeux, on ne l'a pas vu encore, j'aurais dû la faire venir, la partager. Une campagne qui est résolument moderne. Damar a été un des premiers diffuseurs en télévision dans les années 60, ce qui a créé le Froid Moi Jamais, qui est resté dans les mémoires. Absolument. Depuis 3 ans, chaque année, on revient en télévision et on va continuer. Maintenant, un homme de médias en face de moi, il sait qu'il faut retaper sur le clou très souvent. Tout le temps. Tout le temps. Communiquer, c'est répéter. Et communiquer, c'est répéter, exactement. Et on continue à retravailler le message pour que Damar reste pertinent pour ces nouvelles seniors, celles qu'on vise. Pour rentrer dans la marque, c'est 60-65 ans. Alors, mais ça nous amène sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, là, vous sortez donc d'une augmentation de capital. Absolument. Qui s'est, vous me disiez, très bien passé, Patrick. En même temps, très largement sous-souscrit. Donc, c'est un groupe coté d'Amartex, mais avec un flottant très réduit, c'est ça, je parle sous ton contrôle. 15%. Voilà, 15% de flottant. C'est la famille Despatures qui possède aussi Somfy. Absolument. Et qui contrôle une grande partie du capital, qui a donc souscrit à cette augmentation de capital. Ça veut dire que vous avez traversé un choc très rude. 195 boutiques, c'est ça ? Oui, on a fait. Fermées aujourd'hui ? Ah non, fermées aujourd'hui, oui, actuellement voilà, avec le confinement, fermé. Fermées lors du premier confinement, fermées lors du deuxième. Absolument. Quand je regarde dans le rétroviseur, on se serait vu mi-mars ou fin mars, vous auriez eu en face de vous quelqu'un beaucoup plus inquiet. Je crois qu'on a tous subi ce premier confinement comme un vrai choc, avec un élément de stupeur. Quand vous êtes un retailer comme ça, on voit le cash qui diminue de jour en jour. On est face à un changement de mode de consommation. Moi, j'ai souvent dit en interne que pour moi, la crise du Covid, c'était un accélérateur de tendance. Accélérateur du digital, des modes de consommation. Donc, Damartex devait se réinventer et continuer à se réinventer. On a lancé un plan de transformation il y a maintenant 1 an et demi, qu'on a accéléré vu la crise du Covid. Et on a financé ça par une augmentation de capital qui était en effet un grand succès. Mais
et qui nous a fait permettre de rentrer dans le capital également de nouveaux investisseurs hors familiaux. Bon des ventes Internet pour Damar aussi ? Très significatif. Très significatif. Bon, on a publié nos chiffres au dernier trimestre, on est à plus 45% sur le web. Pas uniquement sur Damar, on a 8 marques dans le groupe. Et la croissance du digital, on va faire plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires en digital cette année. On est un gros acteur du digital. On ne l'a pas dit, mais c'est 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, Damar. Tout à fait. Ouais. Avec magasins, vente par correspondance traditionnelle et digital, e-commerce qui va faire 120 millions cette année de chiffre d'affaires et une croissance depuis maintenant 5 mois entre 40 et 50% de croissance sur l'e-commerce. Ça veut dire quand même deux choses là aussi sur ce que tu appelles les images d'Épinal. C'est d'abord les seniors, ils y sont bel et bien sur le web, sur le net, et ils sont ultra réactifs. Et l'accélérateur de tendance pour nous sur le segment senior, sur la Silver Economy, il a été énorme. Parce que les seniors se sont retrouvés confinés à domicile, sans voir leurs enfants, petits-enfants, mis en place des tablettes pour voir leurs enfants, commandes à distance. La croissance du chiffre d'affaires dans le monde de la Silver Economy est beaucoup plus important qu'ailleurs. Les millennials, ils étaient déjà sur Internet. Bien sûr, ils ont continué à croître. Par contre, la Silver Economy, elle a radicalement migré vers l'e-commerce à l'aune de la crise du Covid. Ça, c'est un point de bascule. Et en fait, il y a ceux qui étaient prêts et ceux qui ne l'étaient pas ? Oui, et puis la connaissance spécifique que nous avons de ce monde des seniors, dans la gestion de la sécurité sur Internet, dans de l'accompagnement. Tous nos centres d'appel, on le revendique, sont en interne, parce que quand vous avez au téléphone une cliente de 72 ans en Auvergne, on ne va pas la servir avec un centre d'appel... Aux Comores. Exactement, sans citer de pays. On doit être à côté, on doit la suivre. Elle doit sentir d'ailleurs qu'on n'est pas loin, quoi. Exactement. Moi, j'ai un message que je passe à tous mes salariés, c'est passer du temps au centre d'appel. On a la chance d'avoir dans le groupe 10 centres d'appel. On doit avoir 350 personnes qui supportent l'e-commerce comme la vente à distance. Même quand j'ai des grosses décisions à prendre, un coup de blues, je vais 1 heure au téléphone. Ça vous remonte le moral, Stéphane, vous imaginez pas. Parce que cette cliente-là, elle est passionnée, elle est passionnante, elle dort le contact et elle est réceptive aux nouvelles technologies. Donc c'est pour ça qu'on se bat un peu pour changer cette image des seniors, parce que c'est un marché qui est juste passionnant. Tu as compris la fermeture du deuxième confinement ? C'est pas évident. Je suis tout à fait conscient de la priorité sanitaire. Maintenant, le premier confinement, c'était stupeur. Alors, on a été très radical. Dans ce second confinement, je pense que beaucoup de secteurs du spectacle, du restaurant, des magasins ont adapté beaucoup de leur expérience d'achat. Et je pense, en tout cas, pour l'instant, on plaide et on est au cœur de l'actualité pour une réouverture des magasins le 27 novembre. Avec protocole sanitaire renforcé, certain, etc. Ça nous coûte beaucoup d'argent, mais et puis nos clientes l'attendent. C'est une jauge en magasin qui est supérieure à celle d'aujourd'hui. C'est des protocoles en interne beaucoup plus stricts dans les cabines d'essayage. Tout ça, on l'a mis en place. Et rappelez-vous qu'on a une clientèle d'âge moyen de 65 ans, donc qui est très sensible à la dimension sanitaire. Ultra sensible. Ultra sensible à cette dimension-là. Donc, je pense qu'il faut prendre la crise sanitaire de manière très sérieuse. En interne, on le fait, dans nos entrepôts, nos centres d'appel au bureau, en magasin également. Maintenant, on va devoir apprendre à vivre avec ce nouveau monde. Et Dieu sait si j'espère qu'il n'y aura jamais de troisième confinement. Il faut apprendre à vivre avec. Donc il faut mettre en place des protocoles tels qu'on peut en voir parfois dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est pour être capable de réouvrir les magasins le plus rapidement possible. Certainement. C'est quelque chose de durable. Enfin, en tout cas, c'est une leçon apprise et on sera prêt finalement à se remettre en mode protocole sanitaire. Comme ça, du jour au lendemain, si jamais une nouvelle alerte devait venir. Je pense que la leçon que je tire des 8 derniers mois, c'est le changement interne sur l'agilité. La première vague de confinement, on a un peu subi les événements. Quand je regarde mes collaborateurs, mes collègues au quotidien maintenant par rapport à il y a 8 mois, l'agilité, la réactivité, la capacité à mettre en œuvre une idée en 3 jours, elle a été multipliée par 10. Parce que les événements nous ont forcés à être réactifs. Donc je ne sais pas si demain on va s'adapter à une nouvelle crise, parce que je ne sais pas quelle crise va venir. Par contre, pour des sociétés qui ont 67 ans comme la nôtre, développer cette agilité qui est native dans des startups et dans des plus jeunes sociétés était un élément clé. Et l'accélérateur que nous a offert le Covid pour travailler différemment est vraiment impressionnant.
On n'est plus la même société aujourd'hui qu'on l'était au mois de mars. Un de mes confrères a récemment ressorti une phrase de Charles Darwin que je ne connaissais pas, évidemment, et qui est peut-être le meilleur symbole de cette crise. Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, ce sont celles qui savent s'adapter. Exactement, je connais Et c'est sans doute Et on travaille sur ça l'épitaphe de cette crise. On travaille sur ça depuis des années, mais la crise nous a permis ça. Et ici, ce nouveau confinement, on a mis en place un drive piéton en magasin. On a ça, à Lille, à Roubaix. Tous nos magasins sont ouverts de 10 à 17 heures avec commande. Click and collect. Click and collect à Loreza, téléphone également. La cliente peut venir reprendre le produit. Chaque magasin. C'est rentable, ça? C'est pas rentable. C'est pas rentable. C'est pas rentable. Mais on maintient le contact avec le client. Et encore une fois, pour une cliente de 65 ans, c'est un élément clé, ce contact. Chaque magasin a reçu le lendemain du confinement la liste de ses 100 meilleures clientes pour les appeler. Est-ce qu'on peut vous aider? Venez en magasin. Donc on a développé une agilité en 6 mois, une capacité à inventer des formules qui n'existaient pas, qui est impressionnante. Oui, mais ça, Patrick, c'est super intéressant et super important, parce que dans tous les discours qu'on entend là partout, il faudrait claquer des doigts pour passer au digital pour les magasins de détail. Encore faut-il l'avoir, la liste de ces 100 meilleurs clients. Oui, encore faut-il avoir le point de contact, l'adresse mail, un numéro de téléphone, quelque chose. C'est ça. Ça se fait pas comme ça. Ça, c'est la force de Damar, qui est un acteur omnicanal hyper développé depuis 20 ans. En France, on est 40% en magasin, 40% en vente par correspondance traditionnelle et 20% en Internet. Sur, bon an, mal an, 300 millions de chiffres d'affaires en France. Donc on est très multicanal depuis 20 ans. L'e-commerce pas, c'est plus récent. Donc cette compétence interne de gérer un parcours client, et j'insiste parce que mettre le client au cœur, c'est pas juste un slogan. On a compris ça. C'est une façon de vivre au quotidien. La leçon a été parfaitement expliquée et je pense apprise. Dernière question, il nous reste une grosse minute. Capitalisme familial. Oui. Tu disais, là, au mois de mars, tu serais peut-être même pas venu, d'ailleurs. Voilà. Je pense là, quand on sait qu'on a un actionnaire fiable, stable, qui a les reins solides, on dort un tout petit peu mieux? On dort mieux. C'est un plaisir au quotidien de savoir que derrière, on n'a pas juste des reins solides, on a un entrepreneur. Parce que je pense qu'une image également, on voit trop souvent le capitalisme familial vit le long terme. C'est pas vrai. L'entrepreneur familial, l'actionnaire familial, il est entrepreneur. Il est prêt à prendre des risques. C'est la chance que nous avons avec notre actionnaire familial. Je pense que c'est le cas de beaucoup de TI familiales. Il faut casser cette image de dire que c'est des boîtes qui restent sur leurs acquis. L'actionnaire familial, il voit loin et il est prêt à prendre des risques. C'est la chance qu'on a avec notre actionnaire. Et sur, tu disais, équipement de la maison, donc domotique, Somfy Damar, il y a là des... Non, pas forcément. Non, d'accord. On partage sur les tendances de société, sur le digital. Mais il n'y a pas là une synergie. On reste des entreprises séparées. Patrick Séguin, le président du directoire de Damartech.